Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 0826 300 300, évidemment, pour réagir, pour participer, 2 heures d'émission. Parlons Vrai chez Bourdin, nous allons aborder plusieurs sujets d'actualité. Évidemment, le premier sujet, la réforme des retraites, puisque nous sommes mardi. Le calendrier est clair. Demain, mercredi, il y a cette fameuse réunion entre les sénateurs et les députés. Et puis, jeudi, vote ou pas, nous verrons bien. 49-3 ou pas, nous verrons bien. Nous allons recevoir un député LR qui va voter contre la réforme des retraites. Pierre Cordier, qui est avec nous, député des Ardennes, qui est avec nous dans quelques minutes. Où sont les jeunes contre la réforme des retraites? Pourquoi ne sont-ils pas très mobilisés? Eh bien, nous allons parler tout à l'heure, entre 11h et midi, avec les responsables de plusieurs partis politiques, les responsables jeunes de plusieurs partis politiques. Il y a dans les rues de Paris, mais pas qu'à Paris, un amoncellement de détritus, pas qu'à Paris, dans plusieurs villes de France. Les rats en profitent. Nous allons parler des rats tout à l'heure à 10h45. Est-ce que nous roulerons bientôt dans des véhicules à hydrogène? L'hydrogène dans les transports tiendra-t-il ses promesses? L'hydrogène, effet de mode ou vraie solution pour les transports? Des incertitudes demeurent. À 12h05 avec nous, le chercheur Aurélien Bigot. Pourquoi est-il avec nous? Bien parce qu'il a contribué à la revue éditée par Polytechnique Insight, revue de l'Institut Polytechnique de Paris, et il publie une grande étude sur l'hydrogène dans les transports. C'est absolument passionnant. Dans quel monde vit-on? Félix Mathieu, bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Ça va Félix? Ça va Le très bien. droit à l'avortement, de plus en plus attaqué aux États-Unis, une proposition de loi envisage de le sanctionner de la peine de mort, je dis bien, peine de mort pour un avortement en Caroline du Sud. Oui, proposition d'un élu républicain ultra-conservateur qui vise à considérer l'interruption volontaire de grossesse comme un homicide. Conséquence, effectivement, les mères qui ont recours seraient passibles de la peine de mort. Sa proposition est actuellement étudiée par un comité judiciaire. En cas de feu vert, elle pourrait être soumise au vote de la Chambre des représentants de Caroline du Sud, rapporte Insider. Alors, il semblerait plus probable dans ce cas qu'elle soit rejetée, à en croire ce site d'info américain, mais il n'empêche, ça reste un nouveau coup de boutoir contre l'interruption volontaire de grossesse aux États-Unis, moins d'1 an après cet arrêt de la Cour suprême qui a cessé de le garantir au niveau fédéral. Chaque État légifère désormais comme il l'entend sur ce sujet. Dans ce même État de Caroline du Sud, l'IVG a été restreinte à des cas très limités, viol, malformation grave, limité aussi à 12 semaines de grossesse. Un projet de loi pour l'interdire après 6 semaines avait lui été retoqué par la Cour constitutionnelle de ce même État de Caroline du Sud. Bien, 0826 300 300, vous intervenez, vous participez évidemment à cette émission jusqu'à midi et demi sur la réforme des retraites. Est-ce que vous avez évolué? Est-ce que vous avez changé d'avis? Est-ce que vous êtes toujours mobilisé contre la réforme? Est-ce que vous soutenez toujours cette réforme? Pierre Cordier, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Pierre Cordier, vous êtes député apparenté, LR des Ardennes, 61 vous faites partie du groupe LR à l'Assemblée nationale, 61 députés dans le groupe. Vous ne voterez pas la réforme des retraites, vous confirmez? Je confirme. Vous ne voterez pas. Vous serez nombreux à ne pas voter? Eh bien écoutez, il y a beaucoup d'hypothèses qui sortent en ce moment sur le nombre de parlementaires, les républicains qui vont être opposés à ce texte, mais je crois qu'on pourrait aussi se poser la question de savoir ce qui va se passer dans la majorité, puisque la majorité, il semblerait aussi que dans les groupes de la majorité, il y ait quelques parlementaires qui ne souhaitent pas non plus la voter. Donc il y a un qui débat dans la famille. peut-être. Qui s'abstiendront, qui voteront contre apparemment, puisqu'un député du groupe Horizon, Yannick Favennec, a annoncé hier qu'il voterait contre ce texte. Qu'il voterait contre. Le groupe Horizon, c'est le groupe d'Édouard Philippe. Tout à fait. Bien, Pierre Cordier, donc vous voterez contre. On dit entre 8 et 15 élus LR flottants, à peu près. Je pense que vous pouvez monter effectivement ce nombre. Voilà. Il y aura plus de 20, plus d'une vingtaine de députés LR qui ne voteront pas. Au moins 20. Au moins 20. Oui, peut-être davantage. Et peut-être davantage. Oui. Est-ce que vous sentez qu'il y a aujourd'hui une fronde
de plus en plus forte contre, une opposition de plus en plus forte contre cette réforme. Je parle à LR, évidemment. Mais écoutez, nous, dans notre formation politique, il y a toujours eu un débat. Il y a des formations politiques où tout le monde est au garde à vous. On le voit par exemple dans la majorité avec Aurore Berger qui a annoncé que ceux qui ne voteraient pas seraient exclus des commissions et du groupe Renaissance, Horizon ou Modem. Nous, chez les Républicains, ça a toujours été la tradition. On peut s'exprimer et on a le droit d'avoir un débat au sein de notre famille politique. Donc ce débat, il existe, il a lieu dans nos réunions de groupe, il a lieu dans notre formation. C'est vrai que ça peut... Sauf qu'Aurélien Pradier a été sanctionné, pardon. Oui, Aurélien Pradier qui était... Alors, il n'a pas été exclu du groupe. Pas exclu, mais sanctionné. Voilà, il était sanctionné. Il n'est plus vice-président des Républicains au niveau national, c'est vrai. Il n'est plus président, oui, au niveau national. Vice-président, oui, tout à fait. J'ai entendu Bruno Le Maire, un parti qui vote un texte au Sénat et qui ne le vote pas à l'Assemblée nationale, c'est assez curieux. Voilà ce que dit, je ne sais plus quelle expression qu'il a employée, mais écoutez, je suis toujours assez curieux, paradoxal. Je suis toujours assez dubitatif de prendre des leçons de Bruno Le Maire qui a trahi sa famille politique il y a quelques années, qui était avant à l'UMP, après chez les Républicains, et qui a décidé d'aller manger dans la gamelle pour devenir ministre des Finances. Donc moi, j'ai aucune leçon à recevoir des gens qui ont trahi leur famille politique. Moi, je reste fidèle à mes convictions, fidèle à ce que j'ai dit aux électeurs. C'est vrai que ça peut apparaître un petit peu paradoxal, mais je veux dire aussi un élément très important. Bien sûr, le général de Gaulle a voulu créer 2 chambres dans le cadre de la constitution de la 5e. Mais il faut quand même pas oublier que les sénateurs sont élus par des grands électeurs, les maires, les conseillers municipaux, les conseillers généraux, régionaux, enfin départementaux, et que les députés, sont élus directement par le peuple. Moi, je prends ma légitimité directement par le peuple. Pour vous, un député a plus de légitimité qu'un sénateur. Le sénateur, c'est ce que vous dites. Oui, le sénateur tient sa légitimité des grands électeurs qui représentent les collectivités territoriales. Donc un député a plus de légitimité. Je le pense. Bien, la commission mixte paritaire réunit 7 députés et 7 sénateurs, Pierre Cordier. Tout à fait. Donc vous êtes à égalité dans cette commission. Bien, j'ai vu le Rassemblement national qui vous dit mais vous, député LR, si vous ne votez pas cette réforme des retraites, c'est que vous êtes dans l'opposition. Vous êtes dans l'opposition au même titre que le Rassemblement national. Est-ce que vous voteriez une motion de censure que le Rassemblement national déposerait? Vous savez, ou une motion référendaire. Quand il y a la constitution des groupes au début d'une législature, les groupes se positionnent et disent s'ils sont dans la majorité ou dans l'opposition. C'est clair, LR est dans l'opposition. Ensuite, il ne vous a pas échappé qu'effectivement le Rassemblement national ou la France insoumise y était également, mais je pense qu'on tient notre légitimité directement du peuple et que bien entendu nous faisons notre choix en fonction de notre sensibilité, de ce que nous disent les gens. Donc voilà, moi le Rassemblement national qui donne aussi des leçons à ce niveau-là, moi je n'en ai aucune à recevoir, je n'ai des comptes à rendre. Mais vous voteriez une motion de censure du Rassemblement national ou d'LFI par exemple, ou une motion référendaire? Je vais vous dire, je n'imagine pas une seule seconde qu'un débat d'une telle importance, où on va juste prolonger de 2 ans la carrière des gens qui habitent dans ce pays, qui est quand même pas une petite réforme, qu'on ne vote pas sur cette réforme. Donc, est-ce que Elisabeth Borne choisira le vote jeudi ou engagera sa responsabilité avec le 49.3? Je ne sais pas, mais en tout état de cause, à titre personnel, moi, je veux voter sur un texte. Donc, si ça passe par une motion de censure, je prendrai mes responsabilités. Vous voterez la motion de censure? Je voterai la motion de censure. Quel que soit le parti qui la dépose. Quel que soit le parti qui la dépose. Peut-être même plusieurs. Ou LFI. Oui, ou d'autres peut-être. Ou d'autres peut-être. À un moment, vous savez, Jean-Jacques Bourdin, il faut prendre ses responsabilités dans la vie. Et quand il y a un texte d'une telle importance, ne pas voter, et le fait que Elisabeth Borne passe en force finalement avec cet outil qui existe constitutionnellement, je ne le remets pas en cause, mais c'est un texte d'une importance capitale pour la vie de nos concitoyens. Et donc, je n'imagine pas qu'on ne vote pas. Donc, je prendrai mes responsabilités. Pierre Cordier, Laurent Wauquiez, où est-il? Non, je vous pose la question parce qu'on ne l'entend pas sur cette réforme des retraites. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il se positionne? Je souhaiterais qu'il se positionne. J'ai beaucoup de respect pour Laurent, on se parle énormément, c'est un homme qui fait beaucoup de choses pour sa région et moi je salue tout le travail qu'il peut faire. Je pense qu'à un moment, comme on dit dans les Ardennes, il va falloir qu'il sorte du bois et qu'il nous fasse part de sa position. Il va falloir qu'il se mouille. Je ne sais pas si c'est l'expression adéquate, mais c'est l'expression familière et populaire, Pierre Cordier. Faire de la politique, c'est faire des choix. Et à un moment ou à un autre, il faut fixer son orientation. Exactement. Mais je respecterai aussi la position de Laurent s'il n'est pas d'accord avec la mienne. Bien. Vous avez été sollicité, j'imagine, non ?
Oui. Par la majorité ou par des membres du gouvernement, ou Oui. par même vos instances dirigeantes qui vous ont poussé. J'imagine que vous recevez beaucoup de, Vous coups savez, de téléphone, dans non, les Pierre Cordier instances dirigeantes, ils Oui. savent que je suis un Ardennais et quand j'ai dit bleu, c'est bleu et que je ne changerai pas. Donc là-dessus, c'est pas la peine de venir me courtiser. Je ne changerai pas d'avis parce que je prends ma légitimité du peuple et j'étais encore sur ma circonscription en fin de semaine. J'ai échangé avec beaucoup de mes concitoyens, quel que soit leur âge, quelle que soit leur sensibilité politique. Personne ne m'a dit allez-y, monsieur Cordier, il faut voter cette réforme des retraites. Il faut voter une réforme parce que les gens sont conscients que l'espérance de vie augmente, mais pas celle-ci, pardon. Pourtant, c'était la réforme que proposait Valérie Pécresse, c'était la réforme proposée par votre parti. Oui, c'était effectivement. oui. Mais je sais aussi, pour avoir échangé avec Valérie Pécresse, qu'elle n'aurait pas, sur un certain nombre de dispositifs concernant les citoyens. Alors effectivement, on peut se dire, ah oui, elle allait jusqu'à 65 ans, là on ne propose que jusqu'à 64. Mais je vous rappelle aussi que Valérie a fait le résultat qu'elle a fait, et que donc les citoyens n'ont pas voulu de cela. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, si Emmanuel Macron a été élu avec un nombre record de bulletins blancs et nuls dans ce pays, puisqu'on a battu le record depuis le début de la Ve République, les gens n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, ils ont voté contre Marine Le Pen. Donc il n'y avait pas une adhésion claire à ces propositions. Il ne faut pas l'oublier non plus, le contexte d'élection d'Emmanuel Macron en avril-mai dernier. Muriel est avec nous. Muriel est à Béziers. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Jacques. Et alors, monsieur... Cordier, Pierre Cordier, monsieur député Cordier, des Ardennes, LR. Eh ben, écoutez, je suis ravie. Moi, je suis au LR. Mais d'entendre ce que vous venez de dire me réconforte. Voilà. Parce que là, vous voyez, j'allais renvoyer ma carte si les Républicains, déjà, j'ai voté pour monsieur Pradier. Voilà, oui. Puisque je suis dans le sud, donc oui. J'ai voté pour lui. Et sincèrement, je suis tout à fait sur la ligne que vous défendez. Et pourtant, j'ai travaillé en tant que chef d'entreprise et tout jusqu'à 70 ans. Donc l'âge m'importait peu. La seule chose, c'est les carrières longues, les gens qui ont des métiers insupportables et tout. Ça, je ne supporte pas l'injustice. Voilà. Donc pas plus de 43 ans de cotisation pour les carrières longues. Alors si dans le texte, après la commission mixte paritaire, on vous dit pas plus de 43 ans, quel que soit le début de l'entrée dans la carrière, ça ne vous va pas, Pierre Cordier ? Écoutez, c'est une proposition qui pourrait paraître intéressante, puisque moi j'ai toujours défendu le nombre de trimestres. Ou elle pourrait changer votre vote ? C'est une bonne question, parce que j'ai toujours privilégié le nombre de trimestres cotisés et non pas un âge butoir. Donc pour moi, c'est fondamental. Je rencontre des gens qui me disent, mais moi j'ai fait toute ma carrière, j'ai tous mes trimestres, mais j'en ai fait 15 de plus parce que je n'avais pas l'âge. Donc ça, c'est ce qu'on entend très régulièrement sur le terrain. Donc voilà, mais vous savez... Je sais que cette mesure, si elle était préconisée, elle coûterait énormément d'argent à l'État et qu'elle déséquilibrerait finalement le modèle qui a été proposé par Olivier Dussopt et la majorité parlementaire. Donc je ne pense pas qu'on ira suivre, mais on peut faire de la politique fiction. Elle coûterait cher. Elle coûterait très cher. Au budget de l'État. Au budget de l'État. Or, vous êtes quand même garant vous faites partie des députés qui demandent à ce que l'État soit rigoureux dans son budget, j'imagine, dans l'utilisation de l'argent public. On est d'accord, mais vous savez, l'État... Il n'y a pas de contradiction, là, non ? Il peut y avoir contradiction, mais quand vous votez, ça a été le cas, enfin moi je n'ai pas voté le budget 2023 proposé par la majorité parlementaire, mais il est déficitaire de 155 milliards d'euros et la France a 3 000 milliards de dettes. Le COR, le comité d'orientation des retraites, nous dit que effectivement la situation peut s'aggraver dans les prochaines années. Il n'y a pas d'urgence puisque encore cette année on est excédentaire sur les lignes retraites et je pense qu'effectivement il y a des mesures à prendre, on est tout à fait d'accord à ce sujet, mais quand on dit à nos concitoyens mais voilà, on va être en déficit de 7 ou 8 milliards dans 5 ou 6 ans et que vous avez 3 000 milliards de dettes et que vous votez un budget 2023 déficitaire à hauteur de 155 milliards, les gens nous disent, écoutez, vous auriez pu prendre un petit peu plus de temps. Et l'article 47.1 qui a été mis en œuvre par l'État en disant on aura 50 jours pour débattre d'un texte qui préconise 2 ans de cotisation en plus, je pense que c'est quand même un petit peu court. Oui, Pierre Cordier. Néanmoins, 43 ans, ça ferait peut-être changer de cotisation
question, ça ferait peut-être changer votre vote. Ça pourrait faire changer mon vote parce que j'ai toujours défendu le nombre de trimestres cotisés et non pas l'âge butoir. Bien. Muriel, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je disais que de toute façon, les annuités ne passeront pas avec ce gouvernement. Ils sont têtus, obtus, butés. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'avait dit Monsieur Cordier. Nous, les Républicains, nous n'avons pas voté pour Monsieur Macron, mais contre Madame Le Pen. Qui se rappelle de ça ? Il n'y a pas eu de campagne. Est-ce que vous voteriez toujours contre ? Jamais exprimé là-dessus. Muriel, est-ce que vous voteriez toujours contre Madame Le Pen ? Ah ben évidemment. Bien. Merci. Non, mais là, moi, je suis républicaine, je suis centre-droit, voilà. Oui. Mais franchement, c'est même pas la peine d'anticiper. Et je suis dans une ville où notre maire, le yo-yo, là, un coup il était avec Zemmour, un coup il était avec Le Pen, un coup. Non. Moi, je suis droite dans mes bottes, républicaine depuis des années. Donc, mais par contre, attention, on n'est pas non plus. S'ils ont fait le coup à Pradier et qu'il faut être le doigt sur la couture du pantalon, que tout le monde doit voter. Non, chacun est libre. Bien, merci Muriel. Je vous sens libre, déterminé Muriel, Pierre Cordier. Très bien. Vous connaissez la liberté, c'est important. Ces militants ou ces militantes LR qui ne sont ni Rassemblement National, ni majorité présidentielle. Tout à fait, c'est important. Je pense qu'il existe une voie pour notre formation politique et que certains... Mais qui l'incarne aujourd'hui ? Parce que vous n'avez personne... Alors, effectivement, un mouvement politique, des idées, ça passe par l'incarnation d'une personnalité forte. Moi, j'ai toujours poussé Laurent Wauquiez, parce que j'aime bien Laurent et puis que c'est un gars de conviction. Vous le poussez, mais enfin, il est toujours dans le bois. Oui, mais il va venir. Je ne désespère pas qu'il sorte du bois. Bon, merci Pierre Cordier. Merci à vous. Il est 10h46. Vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous accompagner. Si vous faites comme Muriel, intervenez. Nous allons changer de sujet totalement avec Romain Lasseur dans un instant. Romain Lasseur est docteur en toxicologie, expert international sur les espèces envahissantes et fondateur d'EasyPest, entreprise spécialisée dans la lutte contre les nuisibles. Et parmi les nuisibles, les rats. Évidemment, les rats qui sont sortis avec les ordures, pas qu'à Paris, dans de nombreuses villes de France. Nous sommes avec Romain Lasseur, juste après les infos. Non, les infos. Pardon, la pub. Qu'est-ce que je dis, les infos ? Mais 47, je vais trop vite en besogne. La pub, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Dès 14h, avec Stéphane Clerget, on parlera des kilos émotionnels. Pourquoi on a tendance à grossir ou à maigrir et quelle est l'importance de notre vie affective sur notre poids ? 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Lidl réélu encore et encore meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, et je veux pas me faire l'avocat du diable, mais... Mais quoi encore ? C'est Lidl. En ce moment, ils font le filet de 3 avocats à 2,29 €. Ça revient à 67 centimes l'avocat ? Mais c'est pas vrai ça ! C'est le vrai prix, hein. Tu sais quoi ? L'avocat à ce prix-là, il n'y a plus de justice. Lidl, trop fort sur les prix depuis 13 ans et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée Cansec 2022. Catégorie 1, origine Israël, Colombie, Kenya ou Pérou selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Innovation des laboratoires dermatologiques Eucérine. Découvrez la nouvelle formule Hyaluron Filler plus Elasticity qui combat efficacement les signes avancés de l'âge. Ce soin global améliore l'élasticité de la peau, comble les rides et réduit les taches brunes grâce au thiamidol breveté par Eucérine. 92% des femmes le constatent, la peau paraît plus jeune dès 2 semaines. Hyaluron Filler plus Elasticity d'Eucérine, disponible en pharmacie et parapharmacie. Seulement par Eucérine. Test de satisfaction sur 120 femmes. Sud Radio Béziers. 102.6. Sud Radio. Vous êtes propriétaire d'une location de vacances dans les Pyrénées-Atlantiques ? Moi aussi. Et pour m'accompagner, j'ai choisi le label Gîtes de France Béarn Pays Basque. Grâce à leur expertise, ils ont fait de mon bien un hébergement de qualité reconnu et j'ai pu le louer en toute sérénité. Du 13 au 17 mars, les Gîtes de France de Pau et Bayonne vous ouvrent leurs portes. Info sur gîtes64.com.
Et vous Clément, pourquoi avoir choisi Vérissure? Eh ben parce qu'en cas d'incendie, de cambriolage ou si je me blesse, c'est pas Aristote qui pourra m'aider. Assis-toi. Alors que chez Vérissure, ils prennent tout de suite les choses en main en contactant les services d'urgence si besoin. On se sent accompagné, protégé, serein quoi. Rendez-vous sur vérissure.fr pour bénéficier des frais d'installation offerts. Offre soumise à condition, voir sur vérissure.fr. Un service opéré par Vérissure, société agréée CNAPS. À tous ceux qui se demandent pourquoi une pinte c'est un demi-litre alors qu'un demi c'est un quart de litre et que si on fait le calcul pour en faire un demi, il faut donc 2 demi. Et donc 2 quarts sont égaux à un demi, soit la moitié d'une pinte. Et à tous ceux qui en fait ne se demandaient rien du tout. Désolé. Chez Intermarché, pour l'achat de 2 bières parmi une sélection signalée en magasin, la 3e est offerte. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 19 mars, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Quel hôtel! Serviettes de toilette en forme de cygne, draps en soie brodée et verre en cristal. À ce prix-là, manque plus que la cireuse à chaussures. Et sinon, personne ne s'est dit qu'un accueil chaleureux, un bon lit, un bon petit déjeuner, ça fait tout. Si, nous. Chez B&B Hôtel, un bon séjour, c'est aussi simple que ça. Réservez votre chambre au meilleur prix sur hotelbb.com. Aldi. Dans la vie, on aimerait tous avoir cette belle sœur qui nous dit « Oh, j'ai trop hâte !» Car les chocolats de Pâques sont en ce moment chez Aldi à partir de 1,49 €. Oui, ce « Oh, j'ai trop hâte !» qui vous ferait dire que cette année encore, Pâques a tout bon avec 100% des chocolats Aldi issus de cacao plus responsable. Vous voulez en profiter? Venez chez Aldi vous aussi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Info sur aldi.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h51. Les poubelles s'entassent à Paris et dans plusieurs villes de province, pas qu'à Paris. Hein. Le Havre, Saint-Brieuc, d'autres villes. On va en parler dans un instant avec Félix Mathieu. À Paris, grève contre la réforme des retraites. En province également. Mais à Paris, il y a aussi des revalorisations indiciaires qui sont demandées. Ça veut dire des augmentations de salaire, hein, que les choses soient très claires. Bien, nous allons parler des rats qui évidemment en profitent. Avec Romain Lasseur dans un instant, qui est docteur en toxicologie. L'une des conséquences donc contre la réforme des retraites, c'est immondices qui s'accumulent sur les trottoirs de plusieurs villes, dont Paris. Félix Mathieu. 5600 tonnes de déchets non ramassés hier dans la capitale selon la mairie. Au 8e jour de grève, les secteurs les plus touchés sont les 10 arrondissements dont la collecte est assurée par des agents de la mairie. Mais même dans ceux gérés par des prestataires privés, la collecte est perturbée désormais puisque 3 usines d'incinération sont bloquées. Les déchets sont réacheminés vers une quinzaine d'autres sites. Le prestataire de collecte privée Pizzorno a aussi rejoint le mouvement. Alors la maire Anne Hidalgo se retrouve montrée du doigt. Elle avait déclaré la mairie solidaire du mouvement. Cette situation n'est pas totalement surprenante dès lors que la mairie de Paris avait encouragé les agents à faire grève. Tacle par exemple le ministre des Comptes publics Gabriel Attal. Il en appelle par exemple à réquisitionner des agents. Pour autant, la situation est similaire effectivement à Nantes, à Saint-Brieuc ou encore au Havre où les habitants sont invités à garder leurs poubelles chez eux. La CGT le rappelle, les éboueurs et les conducteurs peuvent actuellement prétendre à la retraite à 57 ans sans bonification, un âge repoussé à 59 ans en cas d'adoption de la réforme. Il est 10h52. Romain Lasseur, bonjour. Bonjour. Docteur en toxicologie, expert international sur les espèces envahissantes, fondateur d'EasyPest, entreprise spécialisée dans la lutte contre les nuisibles. Le rat, d'abord, quelle sorte de rat tout à coup remonte à la surface ? Merci pour cette question. Effectivement, dans l'inconscient collectif, on en est toujours au rat des villes, rat des champs. Là, en l'occurrence, on l'appelle le rat d'égout, donc c'est ce qu'on appelle également le rat brun. Alors, on appelle aussi parfois animal liminaire quand on veut faire de la sémantique, mais c'est le rat d'égout qu'on croise qui fait 400-500 grammes et qui a colonisé les villes depuis des centaines d'années et qui mange la même chose que nous. Oui, qui mange la même chose que nous. Rat d'égout, 4 à 500 grammes. Un rat brun. À Lyon, je regardais un chiffre, 2 rats par habitant. C'est une estimation, 800 000 rats. À Paris, est-ce qu'on a une idée de la population ? Alors effectivement, merci pour cette question, Jean-Jacques. C'est compliqué parce qu'en fait, on n'a pas d'observatoire de rongeurs en France on s'en tient à un chiffre qui peut être effectivement toujours discutable. À partir du moment où on travaille avec le bilan, c'est toujours compliqué. Mais évidemment, on s'en réfère au nombre d'interventions des professionnels, des professionnels de la dératisation en l'occurrence, et ce nombre en 2022 a bondi de 35%. Ça signifie que les professionnels ont travaillé dans des opérations de dératisation 35% de plus qu'en 2021, ce qui est énorme et ce qui traduit vraiment une forte pression des rongeurs en milieu urbain parce que ces opérations se font précisément en milieu urbain. Le rat,
remontent à la surface dès qu'il y a possibilité de trouver à manger. C'est simple, hein? Alors, oui, mais on observe également des populations de rats qui s'installent en surface. En fait, dès lors qu'on a une source alimentaire et une possibilité de créer des terriers, on peut aller, par exemple, au Halles, par exemple, Parvis de Notre-Dame. On verra bien que les rongeurs ne descendent plus dans les égouts. Ils descendent dans les égouts pour se disperser en ville parce que c'est moins risqué de se disperser dans les égouts pour des questions de prédation. Mais si le rat il peut s'installer en surface et qu'il a une source de nourriture stable, il va s'installer en surface, il descend plus dans les égouts. Il va même protéger ses petits en surface, faire ses petits en surface, oui. Bien sûr, il protège ses petits et précisément les terriers sont une zone dans laquelle il protège, il élève ses petits et dans laquelle il stocke de la nourriture en vue de voir grandir ses petits. Donc en fait, ces petits, il y a des générations de rats qui ne connaissent pas les égouts parce qu'ils sont très bien entretenus en surface. Oui. Combien on dit qu'un couple de rats pourrait faire naître 300 petits rats par an? Oui, alors ça, c'est des chiffres finalement assez réalistes, parce qu'on voit des chiffres un peu plus délirants, au-delà de 10 000, 15 000 descendants. Oui, théoriquement, si tout est parfait, la source de nourriture est infinie et que les femelles peuvent se reproduire à chaque cycle, oui, théoriquement, on peut avoir des chiffres assez hallucinants. En réalité, liés à la mortalité des jeunes l'hiver, même si on a des hivers de moins en moins froids, liés aux opérations de dératisation, eh bien, on estime raisonnablement qu'un couple de rongeurs non régulés va donner naissance à 300 à 400 rongeurs dans l'année. Donc ça peut être... Par contre, ça peut emballer le système très vite, ça peut être exponentiel. Bah évidemment. Romain Lasseur, quels sont les prédateurs? Eh bien, on les cherche toujours en ville. En ville, on voit par exemple de plus en plus de fouines qui se disséminent justement et précisément parce qu'on a des populations. On croise régulièrement des fouines, on croise régulièrement des renards en ville, et c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs qu'on ait cette faune qui s'habitue à la ville et qui prédate. Néanmoins, ça prédate... Des corbeaux aussi, non? Ouais, les corbeaux également. Alors par contre, ça prédate des rongeurs à la marge. Le prédateur en ville, la ville étant un écosystème complètement urbanisé au profit de l'homme, le seul prédateur qui peut persister, c'est l'homme, en fait. Si on n'accepte pas cette situation. Évidemment. Est-il vrai que des associations de défense des animaux, aujourd'hui, protègent les rats des villes? Oui, c'est vrai, ça paraît assez hallucinant, mais c'est vrai. Alors, nous, notre discours, il est de dire on n'est pas là pour exterminer les rongeurs en ville, bien entendu, c'est un animal, et qui sommes-nous pour pouvoir prétendre qu'un animal a sa place ou pas? On est simplement là pour dire que dans le vivre ensemble humain qu'on a choisi, on a écarté à un moment de l'histoire le rat parce qu'il représentait une menace sanitaire, une menace d'image, une menace également d'incendie par son activité de rongement sur le réseau électrique. Et pour ces raisons précises, on a écarté le rongeur de notre écosystème, ou en tout cas on l'a laissé sous pression. Aujourd'hui, en faisant un petit de bibliographie, et si ces associations étaient un petit peu raisonnables, elles ouvriraient des livres et elles verraient finalement que dans l'histoire de l'homme, ces rongeurs transmettent des maladies et continuent à en transmettre, comme la leptospirose par exemple. Je rappelle simplement qu'on a 500 jours des JO. Notre président de la République a annoncé officiellement qu'on pourrait se baigner dans la Seine. C'est quand même assez déraisonnable de pouvoir tenir ce type de propos quand on a des rongeurs partout dans Paris qui peuvent transmettre cette maladie bactérienne qui est la leptospirose, qui se transmet par les urines. Donc un simple contact va suffire à transmettre cette maladie. Donc c'est pas raisonnable tout ce qu'on voit. On fait des discours qui sont complètement hors sol et qui, au-delà de ça, bafouent complètement la souffrance qui est vécue par des millions de Français silencieux tous les jours qui ont à croiser ces espèces envahissantes dans leur quotidien. Donc effectivement, ça paraît complètement hallucinant, mais il existe ce type de discours, voire même très officiellement sur les réseaux. Merci Romain Lasseur. La leptospirose, c'est une maladie bactérienne, il faut le savoir. Il est 10h58. Merci à vous. Passionnant, vous voulez réagir? 0826 300 300, 10h58, Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04, vous avez l'habitude du jeudi politique. Le jeudi, entre 11h et midi, des députés et sénateurs viennent nous voir et nous débattons sur l'actualité. Mais aussi, pour la seconde fois, je suis heureux de recevoir les responsables jeunes des partis politiques. Nous l'avons fait la semaine dernière, je le refais cette semaine. Cette semaine, nous changeons évidemment de responsables et de partis. Bien sûr, cette semaine, nous recevons les responsables LFI, Modem et Reconquête qui sont avec nous. Je commence avec LFI, Aurélien Lecoq, bonjour. Bonjour. Co-animateur des Jeunes Insoumis. Nous sommes avec Auguste Haute, président des Jeunes Démocrates, bonjour. Bonjour. Donc Modem, c'est cela? Modem, c'est ça. Des Jeunes Démocrates Modem. Et Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, merci d'être là. Nous allons parler de l'actualité vue par les jeunes responsables. Je trouve
ça, c'était très intéressant la semaine dernière. Ça va l'être, j'en suis certain, cette semaine, évidemment. Nous allons regarder l'actualité ensemble, puisque nous parlons beaucoup, évidemment, de la réforme des retraites, de la contestation. J'ai remarqué beaucoup, je ne suis pas le seul, beaucoup d'observateurs ont remarqué, vous aussi j'imagine, que la jeunesse ne se mobilise pas énormément contre cette réforme des retraites. Pourquoi, Aurélien Lecoq ? Moi, je pense au contraire que la jeunesse, elle est assez fortement mobilisée contre cette réforme des retraites. Simplement un argument facile. Il y a eu 40 universités bloquées la semaine dernière. Sur combien ? 40 sites universitaires. Sur combien sites universitaires ? Ça fait, franchement, je pense que ça fait beaucoup parce qu'il y a une cinquantaine de villes. Il y a 50 villes universitaires en France. En France, c'est 50 villes universitaires. Oui. Sur ces 50 villes universitaires, on a 40 sites universitaires bloqués. Donc on en est sur une large majorité. 40 sites sur 50 villes. Alors c'est pas tout à fait pareil. Il y a pas, franchement. Je vais vous dire. Écoutez, on peut faire la liste ensemble. Toulouse, Rennes, Lyon, Grenoble, Paris, Lille, Strasbourg. Bon, dans toutes les grandes villes universitaires de France, les universités ont été bloquées. Elles ont été bloquées le 7 mars et par ailleurs, elles ont été bloquées de manière reconductible. Puisque la semaine dernière, y compris le mercredi, le jeudi et parfois le vendredi, les universités ont été bloquées. Depuis hier matin, de nouveau, il y a des assemblées générales. Ce matin, je sais que par exemple, la Sorbonne Nouvelle, à l'heure où je vous parle, est actuellement bloquée. Donc, il y a une mobilisation de la jeunesse. Il y a une mobilisation qui est forte, qui doit continuer à s'amplifier. Ça ne veut pas dire des étudiants qui contestent la réforme des retraites et qui sont dans la rue mobilisés. Parce que vous pensez que les étudiants aujourd'hui sont contents de la réforme. Il y a 75% des étudiants, des jeunes en tout cas, qui sont opposés à cette réforme. Beaucoup sont opposés à la réforme, mais beaucoup ne l'expriment pas. C'est ce que je veux dire. Je pense pas. Il y a plusieurs choses là-dessus dont je regardais, parce qu'il y a donc 50 facs bloquées, mais en réalité, il y a 225 universités en France en tout. Oui. Donc ça permet de modérer le chiffre donné par Aurélien Lecoq. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, dans les universités bloquées, dans les facs bloquées, tous les étudiants ne sont pas d'accord avec ce blocage. Personne n'est consulté. Troisième point, il y a beaucoup d'étudiants en réalité. Il y a des assemblées générales. Il y a beaucoup d'étudiants en réalité. Oui, mais tout le monde n'y participe pas, vous le savez très bien. Mais les assemblées générales sont ouvertes à tout le monde. Bien et sûr, d'ailleurs, tout le je monde suis content, Stanislas Trigaud, qu'à ce micro, vous appeliez tous les étudiantes et les étudiants qui nous écoutent à rejoindre ces assemblées générales pour décider des blocages et des actions pour se mobiliser contre la réforme des retraites. Troisième point, ce qui est intéressant, c'est que les 40, 50 facs bloquées aujourd'hui, elles le sont tous les ans. Réforme des retraites ou pas réforme des retraites. Rennes 2, c'est toujours bloqué. La réalité, c'est qu'à la même période de l'année, il y a toujours des mobilisations étudiantes pour casser, pour bloquer, etc. Et quatrième point, la réalité aussi, c'est que malheureusement, ou heureusement, qu'importe, les étudiants et les jeunes de France, hors contexte des périodes des retraites, ne se lèvent pas le matin en pensant déjà à la fin de leur vie de travail. Ça, c'est une réalité également. C'est que là, oui, on est dans un contexte très fort, avec beaucoup d'actualité dessus, mais la réalité, et même pendant la campagne présidentielle, les jeunes, on a fait des débats ensemble, Aurélien Lecoq, ce n'était pas le sujet majeur de ces étudiants, de ces jeunes de France. Donc, je crois qu'il faut tempérer là-dessus. Bien. Notre troisième intervenant. Que dit-il, Auguste Haute ? Alors moi, évidemment, j'ai le mauvais rôle. Vous représentez les jeunes MoDem. Jeunes MoDem, donc évidemment dans la majorité présidentielle. Moi, je pense que ce qui est frappant dans notre génération, quand on regarde autour de nous, quand on interroge des gens engagés en politique ou moins engagés en politique, c'est que beaucoup de jeunes ne croient pas à la retraite. C'est un mythe. On dit, voilà, de réforme après réforme, on repousse l'âge. On sait pas, c'est quelque chose qui nous concerne pas. Mais pense-t-on à sa retraite à 18, 20, 22 ou 25 ans ? Oui. Ça, c'est la première question, mais la seconde réalité, c'est il y a beaucoup de jeunes qui se disent ça n'existera plus d'ici là. L'ambition du gouvernement et du président de la République, c'était de rétablir les comptes et rétablir le déficit structurel. Il y a les chiffres du corps. Il y a un certain François Bayrou qui a publié une note aussi. Aujourd'hui, il faut injecter 30 milliards par an pour tenir le... On va pas rouvrir le débat sur les comptes. Non, on va pas rouvrir le débat sur les comptes. Non, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi... Aurélien Lecoq dit que la jeunesse est très mobilisée. Moi, je la vois pas trop dans la rue, je la vois pas trop dans les manifs, je la vois pas trop mobilisée. Vous allez pas en manifestation, Jean-Jacques Bourdin. Je vous assure que dans toutes les manifestations, il y a des cortèges jeunes. D'abord, il y a des jeunes dans toutes les manifestations aujourd'hui. L'après-midi, quand je sors. Je suis content que vous manifestiez pour nos retraites alors. Mais je suis allé voir.
Non mais évidemment, quel journaliste ne va pas voir ce qui se passe sur le terrain? C'est la base même de ce métier. Il y a des jeunes dans les manifestations. Il n'y en a pas énormément. Il y en a pas énormément, pardon. Il faudrait qu'il y en ait plus, je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Oui, si je peux me permettre, terminer, parce qu'on ne va pas ouvrir le débat. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a un avant et un après passage du texte à l'Assemblée nationale, très franchement. C'est-à-dire que les Français en général, pas que les jeunes, mais les jeunes aussi, attendaient de ce moment démocratique qu'on puisse exprimer des arguments, qu'on puisse améliorer le texte, qu'on puisse porter des mesures d'accompagnement social, notamment pour les femmes, pour les seniors, ainsi de suite. Et ce moment démocratique, il n'a pas eu lieu. Quand on dépose 20 000 amendements, quand on finit par traiter d'assassin. Il n'a pas eu lieu à l'Assemblée, il a eu lieu au Sénat. Enfin, un peu tronqué, mais il a eu lieu au Sénat. Il y a des résultats au Sénat. Je vais aller dans son sens, je crois, et notamment, et ça c'est la responsabilité de la France Insoumise, notamment, et de la NUPES, qui appelle la jeunesse à se mobiliser, à être dans la rue. Mais je crois que le spectacle affligeant de l'Assemblée nationale récemment, et notamment la façon dont certains députés se comportent, et pas que de la NUPES pour le coup, comme ça vous ne serez pas le seul accusé aujourd'hui. Oh mais moi j'assume 100% du comportement de nos députés, mais dessert d'une force leur mobilisation, parce qu'en réalité quand on voit des députés jouer avec la tête d'un ministre, quand on voit des ministres faire des bras d'honneur, quand on voit des députés traiter des gens d'assassins, je pense qu'honnêtement les jeunes, il faut arrêter de les prendre pour des révolutionnaires. Les 68 arts, ils finissent comme Mehdi. Non, et donc c'est triste. Donc, il y a le comportement des députés à l'Assemblée nationale. On va pas là aussi, les débats ont été ouverts, mais moi ce qui m'intéresse c'est la jeunesse. Est-ce que à 18, je repose la question, 20, 22 ans, on pense à sa retraite? Avant tout, je vous pose la question. Je vais vous répondre. Pourquoi? Je vais vous répondre. D'abord, je constate que Stanislas Rigaud vient au secours du gouvernement sur tout ce qui s'agit de la mobilisation, les blocages et de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, voilà, l'extrême droite se retrouve dans le même camp que le gouvernement. On ne comprend pas trop pourquoi. Sur la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont intérêt à se mobiliser, ils l'ont bien compris. Parce que cette question de réforme des retraites, c'est une question de société. Aujourd'hui, il y a 16,9% de chômage chez les jeunes. Avec l'allongement de la durée de cotisation, avec le repoussement de l'âge de départ. La réalité, c'est que les personnes les plus âgées... reste à 43 ans. Oui, mais on accélère sa mise en place. Les seniors... aujourd'hui, vont donc rester plus longtemps en emploi. C'est le sens de la réforme. Et donc, ils ne vont pas libérer les emplois pour les plus jeunes. Donc, le chômage des jeunes va continuer à augmenter. Par ailleurs, les salaires, parce que il y aura plus de chômage, vont continuer à descendre. C'est des études de l'OFCE qui dit qu'il va y avoir 3% de baisse sur les salaires. Donc cette réforme des retraites, c'est non seulement l'idée que peut-être les jeunes n'auront jamais de retraite, qui vont galérer à avoir une retraite et qui partiront très vieux, épuisés dans un état physique déplorable, mais en plus de ça, c'est une remise en cause de toute leur vie, parce que ça veut dire qu'ils vont galérer à trouver un emploi. Les jeunes, ils vont être encore plus difficilement en emploi, encore au chômage, et que pendant toute leur vie, ils vont avoir des périodes de coupure qui vont arriver et qui n'auront pas de retraite tout de suite, qui vont devoir repasser sans doute par une période de chômage, parce qu'aujourd'hui les gens entre 55 et 64 ans, il y en a 50% qui sont pas en emploi. Oui, mais est-ce que je me mets à la place d'un jeune. Un jeune, c'est bien. D'abord, il va être confronté à la mobilité dans le travail. Il va toute sa vie, il veut un boulot, bien sûr, mais là, toute sa vie, il sera obligé de se former. Vous savez bien, il va changer plusieurs fois de boulot. Le monde du travail est en train de changer. Aurélien Lecoq, est-ce qu'on peut aujourd'hui fixer des règles pour... Je me mets à la place d'un jeune. Faisons très simple. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail pour la jeunesse. Il n'y a pas assez de travail pour la jeunesse dans le pays. Il y a 400 000 emplois disponibles. Même si l'apprentissage pour 6 millions de chômeurs. Il n'y a pas d'emploi. Il y a une pénurie d'emplois. Il n'y a pas d'emploi dans le pays. Les jeunes ne trouvent pas d'emploi, ils ne trouvent pas de boulot, ils galèrent à se nourrir. Et bien demain, avec cette réforme, il y aura encore moins d'emplois pour les jeunes. C'est ça la réalité. Et ils l'ont bien compris. Et ça, c'est pas une question de qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai 64 ans. Les jeunes, ils se disent, mais putain, demain, une fois que j'aurai fini mes études, si j'essaye de faire des études, est-ce que je vais trouver un boulot? Déjà aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver de boulot. Mais alors en plus, avec cette réforme des retraites, ce sera encore plus compliqué. Et condamner l'ensemble d'une génération au chômage, je crois que c'est une bonne raison de se mobiliser. Bien. Il est 11h14. Vous allez répondre tous les deux à ce que vient de dire Aurélien Lecoq dans 2 minutes, parce que c'est la pub. Il est 11h14, à tout de suite. Il est 11h17. Les jeunes en politique, Aurélien Lecoq, co-animateur des Jeunes Insoumis, Auguste Haute, président des Jeunes Démocrates Modem, Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour. Bien, tous les trois. J'ai écouté plusieurs voix nous dire, pour financer, il y a une solution, faisons payer les plus riches. Des impôts sur les plus riches. C'est Jacques Attali, je crois, le dernier en date, qui disait cela. Vous êtes d'accord avec Jacques Attali?
Moi je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème financier. Cette réforme des retraites, là, aujourd'hui, le régime des retraites, cette année, il est excédentaire de plusieurs milliards. Et, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport du corps, il est stable jusqu'en 2070. Non, ce que je vous demande... Attendez. Bon, d'accord. Mais ce que je veux... du financement, je vous réponds sur le financement. Non, mais moi, c'est pas... Ce que vous voulez que je vous dise, c'est qu'on taxe les plus riches. C'est pas le constat. Parce que le constat, il y a débat, on a besoin d'argent ou pas besoin d'argent. Est-ce qu'il faut faire payer les plus riches? C'est ce que je voulais vous dire. Ce que je commence La question que je voulais vous poser. Oui, mais ce que je commence par vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le système, en l'état actuel, il n'est pas déficitaire et il n'y a aucun problème de financement des retraites. En fait, la réalité, c'est même... Aujourd'hui, 2023. La réalité est jusqu'en 2070, avec des plus petites fluctuations, mais le corps, c'est le rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui est une instance indépendante, dit, et je comprends bien que ça vous embête, parce que ça démontre la nécessité de cette loi, mais jusqu'en 2070, à horizon 2070, le régime des retraites est stable. Et vous savez quoi? C'est même pas tant que nous, on a besoin d'aller chercher d'argent chez les plus riches. J'oublions le corps, puisqu'il y a une interprétation, ça va dépendre. Vous savez très bien que nous sommes en 2023. Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Est-ce que vous savez ce qui va se passer en 2040, en 2050, en 2060? Non, ni moi, ni vous. Donc, cette réforme... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que, je vous pose une question, répondez à cette question, est-ce que oui ou non, il faut, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, faire payer les plus riches? Oui, bien sûr qu'il faut faire payer les plus riches. Alors comment? Parce qu'il faut arrêter d'être dans une société où les gens se gavent. Eh bien déjà, il faudrait arrêter d'exonérer les grandes entreprises de cotisations sociales. Parce que la réalité de cette réforme, c'est qu'aujourd'hui, c'est un grand braquage. C'est Emmanuel Macron, il est en train de voler tout le monde. Il est en train de voler les Françaises et les Français. Parce que le système, il est financé, qu'il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, mais qu'à force de supprimer des choses comme la cotisation valeur ajoutée, qui représente 16 milliards par an, à force de supprimer cet argent qui appartient aux Françaises et aux Français, c'est eux qui produisent la richesse, eh ben, on exonère de toute cotisation, on leur vole leur argent, on leur vole la partie socialisée de leur salaire brut, et à la fin, on leur dit, ah ben attendez, on vous a tout volé, il n'y a plus de quoi financer les retraites, donc vous devez payer en plus. Payer les plus riches. Oui, il faut payer les plus riches. Comment? Avec une taxe sur les profits? Avec une taxe, par exemple, sur les dividendes. Par exemple, je vous dis, nous, on propose avec la France Insoumise de rétablir la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Voilà. Ça coûte 27 milliards. Cette mesure, elle est financée, on sait comment. D'abord, on reprend 10 milliards sur les exonérations. Ensuite, on augmente de 0,25. C'est 27 milliards par an ou... Par an. 27 milliards par an. 27 milliards par an pour que tous les Français puissent partir à la retraite à 60 ans et ne pas se casser le dos comme c'est le cas aujourd'hui pour bosser jusqu'à 62, 64, arriver en mauvaise santé ou même mourir avant la retraite parce que vous le savez, en France, il y a des gens qui meurent avant de prendre leur retraite. 40 ans de cotisation. C'est 40 annuités de cotisation, tout à fait. C'est notre proposition. C'est-à-dire si on commence à 25 ans, on finit à 65, quoi. Non, parce que si vous commencez à 25 ans, c'est en général parce que vous avez fait des études et que on fait rentrer le temps d'études dans le moment de calcul de la retraite. Parce que bientôt il y aura le lycée et le collège. Bientôt il y aura le lycée et le collège, ils partiront à 35 ans avec la France Insoumise. Je sais pas pourquoi il faut arrêter les étudiants comme ça. Mais quand vous êtes entre lycéens et étudiants, mais c'est grotesque. Quand vous êtes étudiant, vous produisez pour la société. Parce que quand vous êtes étudiant, et les facs elles sont payées comment? Vous êtes engagé dans une association et vous produisez des choses. Lorsque vous êtes en master, respectez les étudiants. Mais moi je les respecte. Mais ça fait 12 minutes qu'on a un monologue de la France Insoumise. Je trouve ça toujours très intéressant. Pour autant, il y a deux points. Moi je respecte. C'est peut-être la différence entre la France Insoumise et les autres partis, c'est que nous on aime le débat. J'écoute avec attention. Premier point, taxer les super richesses, etc. C'est quelque chose de facile, c'est démagogique. C'est-à-dire que ça marche bien en France. On a du mal. En France, on a du mal avec le succès, avec la réussite. Pourquoi c'est démagogique? La réalité. C'est-à-dire qu'on compare un pays avec la mentalité comme les États-Unis, où grosso modo le rêve, c'est de réussir, c'est d'avoir de l'argent, etc. Et où en France, c'est honteux, c'est compliqué. Mais je vais vous dire, et si à plus ces super patrons dont vous parlez, les Bernard Arnault, les Bolloré, etc. Ça ne bosse plus. Il y aura des emplois en moins. Ils ont bossé, ces gens-là. Mais c'est qui alors? Ils ont travaillé comme des chiens, ces gens-là. Faut arrêter d'être démagogues. Ils passent leur temps uniquement à voler le travail des autres. Ils travaillent comme des chiens. Ils ont travaillé comme des chiens, ces gens. Premier point. Deuxièmement, mais bien sûr, ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé les années. Ceux qui travaillent comme des chiens, c'est ceux qui fabriquent ce que vendent les Bernard Arnault et les autres. Et le deuxième point sur les étudiants. Si on commence à considérer que quand on est en études, on est travailleur, je pose la question, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué entre être étudiant en droit
ou être lycéen, je pose la question. Il y a parfois plus d'heures au lycée qu'en faculté, il y a parfois plus de travail au lycée qu'en faculté, donc on va, selon leur logique, bientôt on commencera à cotiser à 15 ans, on sera considéré comme travailleur à 15 ans, puis au collège. Pas. Non, pardon, on ne cotise pas, en plus ils ne cotisent pas, et puis ils seront considérés comme travailleurs. Il faut arrêter un petit peu de vouloir faire plaisir à tout le monde. Alors, Auguste, on vous entend peu là, au milieu de ce débat entre la France insoumise et Génération Zemmour. Oui, je la majorité dans une bataille de chiffonniers. Non. D'autant que moi, je suis issu d'un parti où on est très à l'aise sur la question des super profits. Enfin, le groupe Modem a porté des propositions là, une taxation on est tout à fait ouvert au débat. Mais le problème, Aurélien, c'est que vous dites ce que vous proposez, mais quand on dépose 20 000 amendements pendant un examen d'un texte, quand on pratique l'obstruction, quand on n'arrive pas au bout du... Mais parce qu'on va pas vous laisser arnaquer les gens tranquillement. Je vous ai pas coupé, donc laissez-moi juste dérouler. Et nous, on le regrette profondément, parce qu'on avait des améliorations à apporter sur le texte, au sein de la majorité présidentielle, en tant que groupe Modem, en tant que mouvement démocrate. Et notamment, vous disiez, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer d'ici 40, 50, 30 ans, 10 ans. Eh bien, nous, on proposait une clause de revoyure, c'est-à-dire à mi-application de la réforme, fin 2027, on fait le bilan. Vous êtes d'accord que votre réforme aujourd'hui est inutile? Aujourd'hui, elle est inutile. Non, elle n'est pas inutile. Non, on a dit qu'on ne faisait pas de bataille de chiffres, donc je ne vais pas revenir sur les inexactitudes qui ont été données. Commencer avec le corps et le rapport du corps qui est interprété de mille manières depuis le début de cette réforme. Comme toujours avec les chiffres. Mais du coup, on débat pas du fond de la réforme. Mais est-ce que quelqu'un dans ce pays est en capacité de démontrer que la réforme est nécessaire et utile? Dites-moi, le fond de la réforme aussi, c'est la valeur travail. Le fond de la réforme, c'est... Le fond de la réforme, c'est de savoir à quel âge les gens vont partir à la retraite et s'ils tiendront encore debout le jour où ils vont partir à la retraite. C'est ça la réalité. Il y a un sujet qui est intéressant, je pense, et j'ai pour le coup toujours écouté Aurélien Leclerc. C'est notamment sur le chômage, c'est sur le travail et c'est sur les salaires. C'est-à-dire que je crois que le sujet qui a été posé, parce que c'est plus simple de le poser comme ça, c'est l'âge de départ légal à la retraite. Mais en réalité, le sujet, c'est l'industrialisation du pays, c'est le travail, c'est est-ce que oui ou non, comme Macron, on veut faire de l'ubérisation de la société, est-ce qu'on veut faire des Uber jobs, comme on dit, ou alors est-ce qu'on veut justement de nouveau avoir un pays puissant au niveau de son industrialisation? Je prends un exemple un peu bateau qui a été utilisé. Vous soutenez cette réforme des retraites? Ah non, alors attention, il y a deux choses. Bah si. Il y a l'âge départ, c'est ce que je vous dis, il y a l'âge départ qu'Éric Zemmour a proposé par la campagne, tandis que Pécresse et Macron étaient pour 65 ans et Macron était pour une retraite à point. Parce que... Enfin, j'ai entendu Éric Zemmour dire je soutiens cette réforme. L'âge de départ à la retraite. Il a même dit c'est ma réforme. Sur l'âge, bien sûr, mais entre-temps, et vous l'avez remarqué, Aurélien Leclerc, il y a eu des changements, notamment au Sénat, premièrement. Et deuxième chose, nous, on l'inscrivait dans une philosophie globale, notamment avec l'industrialisation. La natalité, ça va faire hurler la France insoumise. Parce que il faut compenser le nombre de retraités par le nombre d'actifs. Vous savez, c'est comme ça. Donc, vous voulez faire avec l'immigration, nous avec les actifs. La réalité, c'est que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron. Zemmour, Macron, on a bien compris, c'est la même ligne politique. Attendez, quand le ciel est bleu, qu'on dit que le ciel est bleu. Mais le ciel n'est pas bleu parce que personne n'est capable de démontrer l'utilité de cette réforme. Je suis désolé, je reviens. Aurélien Leclerc, attendez, je suis ce petit jeu. Je suis ce petit jeu. La Macronie dit que le RN et la France Insoumise sont la même chose. La France Insoumise dit un coup, le RN et la majorité c'est la même chose. Un coup vous dites Zemmour et Macron c'est la même chose. Est-ce que cette réforme est utile et nécessaire? Moi je crois que de reculer l'âge de départ légal à la retraite est utile, premièrement. Et deuxièmement, vous savez, la différence entre vous et nous, c'est au moment du second tour de l'élection présidentielle où il y avait Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et nous, avec Éric Zemmour, on a soutenu Marine Le Pen. Vous avez soutenu Emmanuel Macron. C'est la différence majeure. Donc si c'était le sujet majeur, vous auriez appelé à voter pour Marine Le Pen. Vous vous retrouvez avec Marine Le Pen aussi, vous, les filles, à l'Assemblée nationale, parfois sur des même pas, ils pensent pas à l'intérêt des Français, ils votent ensemble. Référendaire. Mais tout le monde se croise. Vous savez, c'est ce que je vous dis. Oui. Marine Le Pen, l'extrême droite, comme Stanislas Rigaud, il vient d'en faire la démonstration, ils ont la même ligne. Marine Le Pen, elle veut faire travailler les gens plus longtemps, elle refuse d'augmenter les salaires. L'extrême droite est pas l'allié des Françaises et des Français, ils sont contre la grève. D'ailleurs, vous nous dites, la jeunesse n'est pas assez mobilisée. Mais la réalité, c'est que quand la jeunesse se mobilise, quand elle essaye de se mobiliser, tous les matins devant les lycées, il y a la BAC et les policiers qui sont prêts à les déloger. De l'autre côté, quand les étudiants essayent de se mobiliser, il y a des gens, il y a les petits amis de Stanislas Rigaud qui viennent dans les universités pour taper les étudiants. C'est ça la réalité. C'est que l'extrême droite fait honneur à sa grande histoire de casseurs de grève et c'est elle qui a recours à la violence pour contrer le mouvement social. Ce sont des blocages et c'est illégal. Pardon.
J'ai recours à la pub puisqu'il est 11h27. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h31. Allez, les jeunes, assez peu mobilisés, même si Aurélien Lecoq n'est pas d'accord avec moi. Oui, on le constate. D'ailleurs, les syndicats eux-mêmes le disent. D'ailleurs, les syndicats se méfient de la mobilisation des jeunes. C'est vrai ou c'est faux, Aurélien Lecoq? Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a intérêt à la mobilisation. Ce sont les syndicats qui gèrent aujourd'hui la mobilisation, la contestation. Les syndicats, écoutez, je sais pas de quel syndicat vous parlez. Vous voyez, j'habite à Lille. Oui. Je peux vous dire que j'étais encore sur un piquet de grève avec des syndicalistes hier. Et la première chose que les syndicalistes sont venus nous voir, les camarades et de la CGT et de Sudrail, etc., c'est comment ça se passe à la fac. Ça bloque bientôt. On va venir voir, on va venir vous aider, on va venir discuter avec les jeunes. Donc je peux vous dire que la relation entre les jeunes et les syndicats. Basile a 24 ans. Il est à Rouen, il va intervenir. Il est scandalisé par ce que vous dites, Stanislas Rigaud. Auguste Haute, voilà, au milieu de ce débat, il est difficile de se positionner pour vous, non? Parce que vous soutenez la réforme des retraites à fond. En quoi cette réforme, pour les jeunes, est une bonne réforme? Expliquez-nous, parce que là, j'aimerais savoir. Moi, je soutiens le débat démocratique, et il n'a pas eu lieu. Mais la réforme... Mais c'est ça le fond du problème. Mais le principe de la réforme, personne ne peut dire qu'il faut rien faire aujourd'hui. Mais non, on peut... Il faut mettre Non, mais attendez. Mais on pourrait ne rien faire. Parce que la question essentielle, c'est en quoi cette réforme est bonne pour les jeunes. Mais parce que aujourd'hui, on crée du déficit public, on crée de la dette publique. Si, c'est vrai. On crée de la dette publique pour les générations à venir. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui qui ne travaillent pas encore vont devoir payer pour la dette qu'on est en train de créer pour les retraités d'aujourd'hui. 2022, 3,2 milliards d'excédent. Non, s'il te plaît. Le fond du sujet... Bon, d'abord, on peut se vouvoyer, et puis en plus, c'est vrai. On va se vouvoyer. Vous tutoyez dans la vie. Mais non, on se connaît pas. Ah bon, d'accord. Moi, je le connais pas. Par contre, la réalité... C'est pas exactement ce qui se passe, mais c'est pas grave. On est en excédent. Ici, le système des retraites est en excédent, mais bon, on va pas revenir sur les chiffres parce que ça m'intéresse tout. Arrêtons avec les chiffres. Mais attendez, vous vous rendez bien compte. 30 milliards, la note du Vous avez quel âge, Aurélien Lecoq? Moi, j'ai 26 ans. 26 ans, vous êtes dans les chiffres en permanence à 26 ans. Attendez, mais vous vous rendez bien compte que depuis le début, vous lui demandez... Pourquoi cette réforme est justifiée? Il vous répond la dette, on lui dit non, les chiffres c'est faux, aujourd'hui c'est pas justifié. Pourquoi cette réforme est bonne pour les jeunes? Troisième édition. Troisième édition, parce qu'on est en train de contracter de la dette publique pour ça, 30 milliards par an, je le répète. Vous dites que c'est faux, je dis que c'est vrai. On vérifiera plus tard. Le fond du sujet, c'est la démographie. Donc le fond du sujet, c'est financier. Il y a 20 ans, on avait deux cotisants. C'est financier, quoi. Le fond du sujet. Évidemment. Le problème de cette réforme, c'est financier. C'est la démographie, là, oui. Il y a 20 ans, on avait 2 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on en a 1,7 et les projections à venir... Vous oubliez quelque chose. Depuis ce temps-là, la productivité, elle a explosé. On produit 2 fois plus. On produit moins maintenant. On produit 2 fois plus qu'il y a 50 ans par Français. La productivité a baissé en France. Tous les rapports le montrent. Non, la productivité. On est les plus productifs d'Europe. La productivité a explosé. On produit beaucoup plus de richesses qu'il y a quelques dizaines d'années. Par contre, on travaille toujours. On nous demande en tout cas de travailler toujours plus et les salaires baissent. Où est passé cet argent? Où est passé cet argent qu'on a produit dans l'ASPA, par exemple, mais ça vous ne ferez pas. Cet argent, il est passé dans les dividendes parce qu'on n'a jamais versé autant de dividendes. J'ai une question pour Aurélien Lecoq. On est ouvert au débat, madame. J'ai une question des dividendes. Donc, il n'y a pas besoin de réforme des retraites. Il faut simplement une meilleure répartition de la valeur. Attendez. Aurélien Lecoq, Stanislas Rigaud, une question pour vous. J'ai une question, vous qui êtes attaché à la justice, etc. Tout à fait. Vous connaissez l'ASPA, c'est 8,6 milliards par an. L'ASPA, ça permet à des personnes étrangères... Ce qu'est l'ASPA. L'ASPA, c'est une aide pour les retraités. Pendant que la plupart des agriculteurs français touchent moins de 800 € par mois pendant leur temps de travail, non pas la retraite, pendant qu'il y a 3 seniors sur 10 qui vivent avec moins de 1 000 € par mois, l'ASPA permet à des personnes étrangères de toucher jusqu'à 968 € par mois sans avoir jamais travaillé ni cotisé. Vous êtes contre cette aide maintenant avec la France Insoumise puisque vous êtes attaché à la justice? Moi, ce dont je me rends compte, mais toujours avec délectation, c'est que... Vous n'allez pas y répondre, c'est fort. C'est que sur ce plateau, on a d'un côté un représentant de la majorité qui est incapable de trouver un argument de fond pour défendre sa réforme parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas besoin d'argent, et de l'autre côté, on a l'extrême droite qui est d'accord avec la majorité, mais qui du coup, dès qu'elle est mise en difficulté, dit attention, je suis pas en difficulté. L'immigration, c'est vous qui semblez être en difficulté à répondre à ma question. De l'argent en France, il y en a. Arrêtez de mettre en concurrence les gens les uns avec les autres. Arrêtez de mettre en concurrence celles et ceux qui galèrent, qui sont venus en France. Mais vous n'avez pas répondu. Je suis très calme. Je vous le dis. Si vous n'êtes pas énervé, vous voulez mettre en concurrence les pauvres entre eux parce que vous ne voulez pas voir l'argent là où il est.
c'est-à-dire messieurs, et ça vous embête parce que c'est vos amis. Je vous demande. Mais il n'y a pas eu de réponse. Ben si, il y a eu une réponse. Ah oui, c'est oui ou non alors? Il y a une réponse. Je pense que toutes les personnes qui aujourd'hui en France sont en difficulté. Vous serez très fort en oui ni non, mais pas en politique. Moi, je suis pour la solidarité. Je suis pour la solidarité. Et je considère qu'il ne faut pas laisser les gens tomber à terre. Avec la solidarité avec tout le monde. Je considère que quand quelqu'un est malade, il faut le soigner. C'est les portes ouvertes partout. Écoutez-moi, je considère que quand quelqu'un est malade, il faut le soigner. Vous êtes très fort. Vous êtes très fort en oui ni non. Des gens sur le sol français mourir. Si vous voulez voir des gens sur le sol français mourir de pauvreté, nous on veut pas les faire venir. Donc ça veut dire quoi? Les gens ils meurent dans la Méditerranée. C'est ça la réalité sur l'immigration. On va partir sur un débat migratoire. J'ai posé une question simple sans réponse. Alors attendez. Messieurs, Basile veut s'exprimer. Basile est en Seine-Maritime. Bonjour Basile. Bonjour. Vous êtes à Rouen. Tout à fait. Alors Basile, vous avez 24 ans. Ça me fait plaisir de vous avoir à l'antenne. Vous êtes auditeur de Sud Radio ? Oui. Bien. Depuis quelques années. Bon. Vous êtes sans activité, c'est-à-dire, Basile? C'est-à-dire qu'actuellement, je n'ai pas d'emploi et j'ai un peu peur de ne pas retrouver si jamais cette réforme passe. Vous cherchez un emploi? C'est ça. Dans quel domaine? Dans le domaine social, dans le domaine un peu des réseaux sociaux, ce qui me parle un peu aussi, moi, en tant que jeune. Oui. Basile, vous dites « je suis outré par ce que dit Stanislas Rigaud », c'est-à-dire là, je viens de l'entendre un peu botter en touche sur l'immigration, ce qui n'est pas très étonnant, mais c'était surtout par rapport aux grands patrons. Ce sont des personnes qui héritent de leur fortune, ce sont des personnes qui ne travaillent pas aussi... Pas toutes, Basile, pas toutes. Il n'y a pas que des héritiers. Pour ce qui est des dividendes, c'est pas des gens qui produisent de la richesse en France, ce sont les gens qui travaillent qui produisent cette richesse. Moi, j'étais d'ailleurs d'autant plus choqué d'apprendre que la présidente de l'Assemblée nationale était actionnaire de nombreuses sociétés qui la rendaient biaisée dans ses votes à l'Assemblée nationale. Donc moi, je pense qu'il faudrait quand même penser aujourd'hui à taxer ces personnes-là pour que les gens comme moi puissent retrouver du travail et pas encore créer du chômage en repoussant l'âge de départ à la retraite. Stanislas Rigaud. Merci Basile pour votre intervention. Plusieurs choses. Non seulement, c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure, parce que je ne crois pas avoir botté en touche, c'est qu'il y a le sujet de l'âge légal de départ à la retraite, et puis après, il y a tout ce qui concerne l'industrialisation, le travail, les salaires, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, arrêtons d'être démagos. S'ils sont arrivés à ce niveau-là, et d'ailleurs, on parle des milliardaires, mais il y a aussi des millionnaires en France qui travaillent. Ils ont travaillé sur là. Monsieur Mélenchon, qui est millionnaire, il a travaillé pour avoir cet argent-là, par exemple, j'imagine. Il a dû se lever tôt. Il n'a pas travaillé, Mélenchon? Attendez, je finis. Ah bon. Vous me répondrez plus tard. Ils ont travaillé, donc je veux bien entendre, oui, c'est les méchants, etc., mais à un moment donné, ils ont travaillé. Et troisième point, je suis pas sûr qu'en France, et demandez à tous ceux qui lancent des entreprises, tous ceux qui veulent lancer des business, tous ceux qui veulent se lancer dans le monde du travail en créant de la richesse, ils sont ultra taxés aujourd'hui. On est un pays avec beaucoup de taxes, avec beaucoup d'impôts. La création d'entreprises est en plein boom en France, il faut le savoir. Non, attention. D'Uberjob, une entreprise Deliveroo, c'est pas une entreprise qui va produire énormément de richesse. Ça, c'est les Uberjob, monsieur Bourdin. Faut pas tomber dans le jeu de Macron. Il n'y a pas que d'Uberjob. Beaucoup. Il y a une augmentation du nombre. Non seulement il y a une augmentation du nombre de créations d'entreprises, mais une augmentation du nombre de CDI en France, vous le savez bien. Et le chômage baisse. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Qu'on le veuille ou pas. Alors on va pas. Les créations d'emplois dans l'industrie aussi. C'est vrai. Je dis pas que c'est grâce à Emmanuel Macron. Non, mais il y en a peut-être quelques-uns. Je dis pas ça. L'apprentissage, c'est très bien. Je dis l'apprentissage, par exemple. Vous reconnaissez que l'apprentissage est en plein boom en France et que c'est une bonne solution. Moi, ce que je peux vous dire, c'est pas toujours, parce que souvent c'est très mal payé. Pour les jeunes, hein. C'est très mal payé et qu'il faut arrêter de voir la jeunesse comme une catégorie de la population qui peut être une marge d'ajustement ou qui permet d'avoir de l'emploi. C'est aussi l'apprentissage d'un métier. Oui, mais ça veut pas dire que vous travaillez pas. Vous l'apprenez, mais vous travaillez, vous produisez des choses en même temps. Et donc, vous devez pouvoir être rémunéré correctement. Sur ce que vous disiez sur le travail tout à l'heure, aujourd'hui, et c'est bien ça qui fait peur à la nouvelle génération, c'est que 87% des emplois, c'est de l'emploi précaire. Peut-être qu'il y a un peu plus de CDI, mais la réalité, c'est que l'immense masse de l'emploi qui se crée, c'est du CDD, c'est de l'intérim. Et parfois, c'est des micros-emplois. C'est-à-dire, c'est des emplois de 1 heure, de 2 heures ou de 6 heures, d'une demi-journée. Et donc, bien sûr, tout ça, on le met dans un grand volume en disant, il y a de la création d'emplois. Mais oui, mais quand on vous embauche pour faire de l'intérim pendant 6 heures, et ça, les jeunes, ils le savent bien, parce que quand ils galèrent, c'est comme ça aussi qu'ils essayent de gagner de l'argent. Basile la connaît, la galère. Vous la connaissez, la galère, Basile?
Ah bah, un petit peu, oui. Un petit peu. Vous êtes... comment faites-vous pour chercher un emploi? À qui vous adressez-vous? Déjà au service de Pôle emploi. Oui. Pour le coup. Après avoir envoyé à peu près 200 CV, il a commencé à avoir d'autres moyens. Ils ont même d'autres dispositifs pour essayer de donner aux jeunes des opportunités de trouver des emplois. Mais après, j'ai pas envie non plus de faire des bullshit jobs, j'ai envie de vous dire. Donc, j'ai envie d'avoir un emploi qui me permette de retrouver une situation stable et pas être assez précaire comme ça peut être. Voilà, vous avez envie d'avoir un emploi stable et un emploi correctement rémunéré, évidemment. Oui, et puis pour pouvoir cotiser correctement aussi. Et pour vous faire cotiser correctement, oui. Évidemment, Basile. Ça fait combien de temps que vous êtes sans activité? Ça va faire 6 mois, je dirais. 6 mois. Vous avez des perspectives, là? J'ai potentiellement des entretiens, j'attends quelques réponses, mais bon, avec la situation en ce moment, j'ai pas beaucoup d'espoir, on verra bien. Merci Basile, dans tous les cas. Vous avez envie de dire un mot à propos de Basile, Auguste Haute? Ces jeunes, oui, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent, qui cherchent du boulot, qui galèrent. Qui galèrent et ça existe partout d'ailleurs. Oui, ça va être encore plus compliqué avec la réforme des retraites. D'ailleurs, il y en aura toujours. Je vous le dis tout de suite, plus ou moins, mais il y en aura toujours. Sur ce qui a été dit sur l'apprentissage, c'est pas vrai que ça mène vers des emplois précaires. Enfin, que ce soit le lycée professionnel. J'ai pas dit que ça menait vers des emplois précaires. J'ai dit que c'était un statut qui pouvait être précaire. Apprentissage et alternance, c'est quand même une bonne solution. Mais ça offre des perspectives. Il y a des belles filières d'apprentissage et c'est à mettre au crédit du gouvernement et d'Emmanuel Macron. On n'a jamais mis autant et on n'a jamais eu autant de résultats sur l'apprentissage. Et sur le chômage des jeunes, du coup? Parce qu'on est d'accord qu'il faille développer, y compris des filières professionnelles, nous, on y est hyper favorable. On est pour remettre de l'argent dans les bacs professionnels, on est pour revaloriser... Une réforme d'ailleurs du lycée professionnel. Je crois savoir qu'Emmanuel Macron prépare une réforme du lycée professionnel. On regardera avec attention. Mais vous êtes favorable à une réforme du lycée professionnel? Oui, mais peut-être pas la même. Les branches professionnelles. Nous, on est par exemple pour repasser à un bac professionnel en 4 ans, on est pour réouvrir des lycées professionnels, on est pour ouvrir des lycées spécifiques, des lycées agricoles, parce qu'on va avoir besoin de former énormément de personnes pour la transition écologique et avoir une agriculture plus durable et plus respectueuse de l'environnement. On est pour ouvrir. Mais tout le monde est d'accord, etc. Mais d'ailleurs, tout le monde est d'accord, parce qu'une bonne partie de la jeunesse a espéré que Jean-Luc Mélenchon soit élu pour appliquer. Mais la différence ici sur ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'avec cette réforme des retraites, on va se retrouver avec des jeunes qui vont galérer toute leur vie et qui vont avoir du mal à trouver du travail. Bon, moi j'ai une autre question. Ensuite, dernière page de pub. Paris 2024 dans 500 jours, c'est aujourd'hui. J'ai entendu certains syndicats demander à ce que l'on engage des grèves sur les chantiers des Jeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes favorable à cette idée? Moi, je suis favorable à ce qu'Emmanuel Macron retire sa réforme. Non, mais d'accord, mais répondez-moi. Je vous réponds. Ça, vous êtes extraordinaire. Je vous explique. Vous êtes déjà un politicien aguerri. Non. Vous êtes... Oui. Le fils de son père, on dit. Aujourd'hui, étant Mélenchon. Parce que les syndicalistes, c'est des travailleurs qui galèrent au boulot tous les jours et qui peuvent pas, qui ne veulent pas travailler jusqu'à 64, 65 ans ou plus. Aujourd'hui, ils sont démunis. On a manifesté, il y a 3,5 millions de personnes dans la rue. Il y a des grèves partout, mais même les chiffres de la police. C'est les plus grandes manifestations depuis que la police compte des manifestations. Les syndicats demandent à être reçus par Emmanuel Macron. Ils disent à Emmanuel Macron, on n'a jamais été aussi en colère, on n'a jamais été aussi nombreux dans la rue. Emmanuel Macron refuse de leur répondre. Alors à la fin, qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous demandez, vous, à la France Insoumise, est-ce que vous demandez à ce que des grèves soient engagées sur les chantiers des Jeux? Si ça peut faire reculer Emmanuel Macron? Oui. Non, mais vous dites oui. Si ça peut faire reculer Emmanuel Macron, oui. On nous soutiendra toutes les grèves et les blocages, parce qu'on sait que les gens n'ont pas d'autre choix. Emmanuel Macron méprise la démocratie. Emmanuel Macron passe en force à l'Assemblée, il passe en force au Sénat, il refuse de recevoir les syndicats. C'est ça la réalité. Du coup, comment les gens y font pour se faire entendre alors qu'ils sont majoritaires dans le pays? Il crie très fort sur Sud Radio. Voilà. Bon, sinon, il crie très fort sur Sud Radio, c'est très bien. Voilà. Midi moins le quart. À tout de suite. Louis a 21 ans, il est étudiant. Il est à Maubeuge dans le Nord. Vous savez que les jeunes c'est Maubeuge dans le Nord. Midi moins le quart, vous allez voir. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Oui.
Il est 11h49, midi moins 10. Si nous prenions Louis, qui est à Maubeuge, 21 ans, dans le Nord. Bonjour Louis. Bonjour. Vous êtes étudiant, Louis? Oui, c'est ça. Bon. Vous dites la France insoumise fait de la démagogie, c'est-à-dire? Je trouve qu'elle fait de la démagogie en disant sur tous les bancs, oui, il faut taxer les super profits, tout ça. Mais ce qu'elle oublie, c'est que les super profits, comme ils disent, c'est une grande partie des jobs qui sont créés en France, c'est grâce aux super profits. Une grande partie des emplois sont créés grâce aux réussites de certaines grandes entreprises. Exactement. Qui génèrent de super profits. Voilà. Ça n'empêche pas aussi peut-être de taxer certains super profits, non? Je pense pas. Je pense que pour la retraite, il y a forcément d'autres moyens de trouver un financement. Moi, je rejoins beaucoup Stanislas Rigaud qui est pour la retraite à 64 ans. Et je pense qu'on ne parle pas assez de la natalité ni de la réindustrialisation. Et moi, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'on ne parle pas de l'augmentation des salaires. Oui. Oui, mais comment fait-on pour augmenter les salaires, Louis? On ne décrète pas une augmentation des salaires. Non, on ne décrète pas une augmentation de salaire. Mais on peut, par exemple, réduire la CSG. On pourrait, par exemple, pourquoi pas... baisser la CSG. Ouais. Voilà. Ou alors, on pourrait pourquoi pas encourager les employeurs à augmenter les salaires et à réduire aussi leurs charges. Oui, ce qui a déjà été fait. Les aides aux entreprises sont importantes dans ce pays. Oui. Oui. Je vais pas vous rejoindre, mais bon. Oui. Vous n'allez pas me rejoindre, mais pourtant c'est une réalité quand même, hein, Louis? Oui. Oui. Bon. Je sais bien que c'est une réalité, mais bon, Vous êtes étudiant en quoi, Louis? En fac de droit. En fac de droit. À Valenciennes. Bon, merci dans tous les cas à Valenciennes. Salut à Valenciennes. Merci, une ville d'ailleurs que j'aime beaucoup. C'est une jolie ville, Valenciennes, méconnue malheureusement. Louis, merci. Et merci d'écouter Sud Radio dans tous les cas. Je vous remercie beaucoup. Merci Louis. Il est 11h51. Oui. Louis n'a pas la même position que vous, hein, vous l'avez très bien compris, hein, il estime que... Mais je n'ai pas très bien compris, parce que c'est bien beau augmenter les salaires, c'est bien beau, mais comment fait-on pour augmenter les salaires? Vous, c'est simple. Hein, pour augmenter les salaires, honnêtement, aujourd'hui, il suffit de décider. Les salaires des fonctionnaires, on peut les augmenter. Il suffit de décider. Le SMIC. Qui décide? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est une économie étatisée, c'est-à-dire que l'État d'en haut fixe une augmentation des salaires. Ne vous inquiétez pas, monsieur Bourdin, on peut le faire. Le SMIC. Oui, le SMIC. Le SMIC, on peut l'augmenter. C'est un décret. Il est déjà indexé. Il est déjà indexé, le SMIC. Mais si aujourd'hui on dit qu'on a besoin d'augmenter les salaires parce que les gens, au-delà même de l'inflation, ont du mal à vivre. Aujourd'hui, je vous rappelle, il y a quand même des millions de pauvres dans ce pays qui galèrent. Bien sûr. Si on veut augmenter les salaires, on commence par augmenter le SMIC. Ensuite, on réunit les conférences par branche et le gouvernement s'investit pour, branche par branche, faire en sorte qu'il puisse y avoir des négociations salariales. Voilà, c'est possible, c'est un processus. C'est votre solution. Comment augmente-t-on les salaires, Stanislas Rigaud? Il y a plusieurs choses. C'est vrai que Louis a parlé de la baisse de la CSG. Nous, on en a parlé pendant la campagne présidentielle de la baisse de la CSG. On a parlé, qui permettrait, c'était le calcul qui avait été fait lors de la campagne présidentielle, de créer un 13e mois en tout à la fin de l'année. Donc c'est quand même pas négligeable, surtout aujourd'hui au vu de Sauf que la CSG est utile, hein, vous savez bien. Hein. Ah il y a beaucoup de choses utiles, mais il faut faire des choix. Retraites, du coup, comment vous les financez? Mais on peut le refaire hein, si vous voulez les retraites. Hein. Non, mais parce que justement, vous êtes en train d'expliquer qu'il faut bosser les cotisations et ce que vous appelez les charges, qui sont en réalité du salaire. Je pensais que les notes que vous preniez étaient quand je parlais, pardon. Je peux le refaire si vous voulez. Le système de retraite. Alors, finissez. Parce que je donnerai la parole à Augusto. Je réexplique à Aurélien Lecoq sur les retraites ou je reste sur les salaires? Non, finissez sur les salaires. Il y a la baisse des charges. Nous, pas reprendre sur les retraites. Notamment sur le pouvoir d'achat, il y a une autre chose que l'on proposait par la campagne. Vous faites semblant d'augmenter les salaires, c'est pas vrai. Avec la baisse alors, de attendez, et il y a aussi par exemple on proposait par exemple la prime Z qui permettait aux employeurs, donc c'est zéro charge, zéro taxe, etc., qui permettait aux employeurs 3 fois dans l'année de faire une prime en salaire brut qui se transformerait en net pour les employés d'une entreprise. Voilà, ça c'est du pouvoir d'achat direct pour les Français. Des primes, des belles primes, sans charge, sans rien. Si quelqu'un gagne 2000 euros pas pour sa retraite avec les primes. Aujourd'hui, vu la galère dans laquelle sont les gens, avoir 2000 euros de plus, 5000 euros, 6000 euros par mois, c'est pas rien. Bon, Augusto. La prime Z, vous m'excuserez, mais on est un peu dans la science-fiction. Il y a une réalité, et beaucoup d'auditeurs l'ont certainement touché.
c'est la prime Macron. Enfin, il y a eu des choses qui ont été faites dans. Oui, il y a eu des primes. Il y a eu des choses qui. Mais c'est pas du salaire. Non, c'est pas les primes. Ce ne sont pas du salaire. Je peux terminer oui, alors Auguste Haute, oui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut bien mesurer qu'on a un tissu économique qui est fragile, qui sort d'une crise Covid qui a été éprouvante, qui maintenant fait face aux conséquences de la guerre en Ukraine, l'augmentation des 80 milliards de dividendes, et qui a été maintenu à un niveau satisfaisant. Grâce au plan de relance, grâce à l'action du gouvernement, et aux efforts des Français. Et aux efforts des Français aussi. 80 milliards de dividendes. Mais qui a quand même tenu le choc, et on n'a pas eu la grosse crise de chômage. Comment est-ce qu'on augmente les salaires? Eh bien, écoutez. Par l'activité? Pardon? Uniquement par l'activité? Déjà ça, il faut déjà que le tissu économique encaisse. 80 milliards de dividendes, vous trouvez qu'il encaisse pas? Les riches n'ont jamais été aussi riches, n'ont jamais donné autant. Total a battu encore ses records de dividendes distribués. On va être d'accord là-dessus. Hein. Au Modem, on est favorable, on a porté ça, on n'a pas fait avec du succès, mais on est attaché à une forme de... Mais alors, on peut augmenter les salaires, donc pourquoi on n'augmente pas le SMIC? Pourquoi on ne commence pas par augmenter le salaire dont on peut décider de l'augmenter? Mais allez voir les boulangers, je le rappelle, est indexé. Le SMIC est indexé, donc progresse régulièrement. Vous savez bien qu'aujourd'hui, par ailleurs, il est indexé sur quoi? Le SMIC aujourd'hui, il est indexé sur l'inflation. Mais l'inflation, c'est une moyenne. L'inflation, aujourd'hui, on la donne à combien? 6-7%, alors que sur les produits alimentaires, elle est près de 20%, 15, 16, 17% sur des produits alimentaires. Or, c'est ça que consomment les Françaises et les Français tous les jours. C'est pas des yachts et des montres de luxe. C'est pas le premier poste, vous le savez bien. C'est quoi le premier poste? C'est le logement. C'est le logement. C'est le logement, c'est le logement et la nourriture. Et c'est ce qui augmente le plus, justement. Mais quand on parle d'augmentation du SMIC, il faut aller voir les petits patrons. Messieurs, on pourrait discuter. Messieurs, c'est fini. On pourrait discuter des heures. Il est 11h56, c'est terminé. On aura l'occasion de se retrouver. Avec les arrêts de Moi, j'aime bien quand les jeunes viennent nous voir, les jeunes responsables des partis politiques. On l'a fait la semaine dernière, on l'a fait cette semaine. On le refera, évidemment, avec d'autres partis qui ne sont pas venus jusqu'à maintenant. Il est 11h56. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bien, nous allons parler de l'hydrogène dans un instant. Est-ce que nous roulerons bientôt dans des véhicules à hydrogène? Ce n'est pas certain du tout. L'hydrogène dans les transports tiendra-t-il ses promesses? L'hydrogène est fait de mode ou vraie solution pour les transports. Des incertitudes évidemment demeurent. Nous allons en parler dans quelques minutes avec le chercheur Aurélien Bigot qui est notre invité ce matin. Il est 12h07, mais auparavant je voudrais revenir sur ce qui s'est passé dimanche dernier à Vauvert dans le Gard. Un canicross championnat de France organisé. 3 chiens ont été empoisonnés au cours de la finale du championnat de France de canicross à Vauvert. Bénédicte est propriétaire de l'un de ces chiens. Bonjour Bénédicte. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre chien est décédé donc dimanche, empoisonné par ces boulettes qui avaient été déposées sur le parking, c'est bien cela? Sur le site où nous arrivons pour faire nos canicross, oui. Oui, sur le site, dans ces boulettes qu'est-ce qu'il y avait dedans? Est-ce qu'on sait ce qu'il y avait dedans? En fait, il y avait du tulimas. C'était des boulettes assez compactes sur lesquelles on pouvait voir des petits grains. Et donc, c'était du poison. C'était très, très, très fort parce que ma chienne, en fait, je l'ai sortie. J'ai vu qu'elle voulait manger quelque chose. Je lui ai tout de suite retiré de la bouche. Et 25 minutes après, ma chienne était décédée. Oui. Vous lui avez tout de suite retiré de la bouche. 3 chiens sont décédés. 3 chiens sont décédés, oui. 3 chiens sont décédés. Il paraît qu'il y avait une quinzaine de boulettes réparties. D'après ce que l'on m'a dit, il y avait plusieurs dizaines de boulettes réparties un peu partout sur ce site, oui. Un peu partout sur ce site. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'enquête? Non, aucune nouvelle. À ce jour, aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Je rappelle que vous représentez le Canicross Club de Caudry dans le Nord. Vous êtes rentré dans le Nord, donc j'imagine. Hein. Nous sommes sur la route, nous nous sommes arrêtés là à l'instant. Vous êtes arrêté, vous êtes sur la route, Bénédicte. Ouais. Et évidemment, vous pleurez la mort de votre chienne, qui représentait beaucoup pour vous. Mais ces boulettes auraient pu faire encore plus de victimes. Oui, énormément. En fait, dès que ma chienne a été prise en charge par mon mari et ma fille, qui sont allés tout de suite voir le vétérinaire,
j'ai tout de suite arrêté tous les véhicules qui arrivaient sur le site. Je les ai tous arrêtés pour leur dire qu'il y avait du poison, qu'il fallait surtout pas qu'ils sortent leurs chiens. Je pense qu'on a tous réagi très vite de façon à limiter vraiment les dégâts. Nous, on aurait pu avoir 3 chiens parce qu'on les a sortis ensemble, tous les 3. Il y en a une, malheureusement, qui a mangé cette boulette et on l'a perdue. C'est déjà beaucoup trop, vous savez. Ben oui, Bénédicte, mais comment, mais vous vous posez la même question que moi, et que toutes celles et ceux qui nous écoutent, comment peut-on avoir cette idée meurtrière d'aller déposer des boulettes empoisonnées, sachant que des chiens risquaient de les manger, mais pas que des chiens. Pas que des chiens, tout à fait. Un enfant qui tombe... Mais oui. La boulette était vraiment très belle. C'est à peu près une boule de baby-foot. Oui. Un enfant ramasse la boulette, il shoot, il joue avec, il se lèche les mains après. Bien entendu que c'est très, très dangereux, mais sur ce site, il doit certainement y en avoir encore. Oui. C'est tellement grand, il y a combien d'hectares, je n'en sais rien. On ne peut pas tout retourner. C'est très dangereux, effectivement, c'est très dangereux. Merci Bénédicte pour votre témoignage, et on va suivre d'ailleurs l'évolution de cette enquête, parce que j'aimerais quand même savoir qui a eu cette idée invraisemblable d'aller déposer des boulettes et pour tuer des chiens. Merci Bénédicte. Il est 12h11. Vous êtes sur Sud Radio. Allez, je reçois dans un instant notre invité Aurélien Bigot pour parler de l'hydrogène. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes comme moi, vous entendez parler de l'hydrogène comme solution, comme carburant d'avenir. L'hydrogène, les véhicules qui circuleront à l'hydrogène, c'est une solution. Oui, mais posons-nous les bonnes questions. Est-ce que nous roulerons dans des véhicules à hydrogène? L'hydrogène dans les transports tiendra-t-il ses promesses? L'hydrogène, effet de mode ou vraie solution pour les transports? Bien, pour en parler, avec nous, Aurélien Bigot, qui est chercheur, qui a contribué à la revue éditée par Polytechnique Insight, revue de l'Institut Polytechnique de Paris. Bonjour. Bonjour. Aurélien Bigot, vous aviez en charge le volet transport, l'hydrogène et les transports. Vous travaillez sur la question de l'hydrogène depuis longtemps, vous connaissez bien la question. Alors, l'hydrogène, effet de mode ou vraie solution pour les transports? Eh bien, un peu des deux. C'est pas une solution magique pour l'ensemble des modes de transport. Il y aura des modes sur lesquels il va y avoir une pertinence, mais à court terme, en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que l'hydrogène est essentiellement produit à partir d'énergie fossile. Donc, à court terme, avec l'hydrogène qu'on a actuellement, c'est fortement émetteur de CO2. Donc, l'intérêt climatique à court terme n'existe pas. Il n'est pas là. Il n'y a pas d'intérêt climatique. C'est ça, pas à court terme. En tout cas, après, l'objectif, c'est de passer à des modes de production de l'hydrogène bas carbone. Et pour ça, il y a notamment le procédé qui est le plus mis en avant, c'est l'électrolyse de l'eau. Oui. Alors, l'électrolyse de l'eau, c'est on prend de l'électricité et on casse les molécules d'eau pour en sortir de l'hydrogène. Et là, l'hydrogène, du coup, peut être utilisé. Alors, soit dans l'industrie, finalement, c'est là qu'il est aujourd'hui le plus utilisé. C'est là qu'il va être le plus pertinent, d'ailleurs, dans la transition énergétique des transports. Et après, en complément, ça peut être utilisé. Il va falloir de l'électricité pour cela. Exactement. Et il faut produire cet hydrogène-là. Et tout à fait, il faut plus d'électricité du coup pour faire fonctionner un véhicule à hydrogène que pour faire fonctionner un véhicule électrique. C'est-à-dire qu'il y a des pertes de rendement au fur et à mesure des transformations. Donc, oui, par exemple, cette électricité, comment se la procurer? Il y a plusieurs solutions, le nucléaire, le renouvelable, et puis l'énergie fossile. C'est ça, pour l'instant, c'est encore beaucoup aux énergies fossiles dans le monde. Après, en France, déjà largement de l'électricité bas carbone. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, déjà, l'hydrogène est assez peu produit à partir de l'électricité, donc à partir de ce procédé d'électrolyse de l'eau. L'Agence internationale de l'énergie nous indiquait qu'en 2021, c'était 0,04% de la production d'hydrogène dans le monde qui était faite à partir d'électrolyse de l'eau. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir développer, mais il faut que ce soit à partir d'électricité bas carbone, pour que cette électrolyse de l'eau ait un intérêt climatique. Enfin, je comprends tout, et enfin, je comprends les réserves exprimées à propos de l'hydrogène, de l'utilisation dans le concret, dans le quotidien, de l'hydrogène, de l'utilisation dans nos véhicules, ou de l'utilisation pour un avion, pour un train, pour un bateau. Si j'ai bien compris, dans l'avenir, rouler avec un véhicule léger à l'hydrogène, c'est pas la solution.
Oui, les véhicules légers, en effet, ce sera plutôt l'électrique qui est pertinent. L'électrique, les vélos assistance électrique, les voitures qui seront majoritairement électriques. L'hydrogène peut être éventuellement en petit complément sur des marchés un peu de niche. Par exemple, aujourd'hui, il y a quelques taxis à hydrogène dans Paris. Il y aura peut-être des marchés de niche de ce type-là pour l'hydrogène pour les voitures, mais les voitures de demain seront électriques. Après, il faut aussi changer l'usage plus globalement de nos mobilités, essayer autant que possible d'aller vers des solutions plus sobres. Mais en tout cas, la technologie électrique va dominer pour un grand nombre de modes de transport, notamment la technologie électrique et les carburants de synthèse aussi. Les carburants de synthèse, là où c'est ce que dit l'Allemagne. C'est ce que dit l'Allemagne. C'est en effet ce qu'ils disent, mais en fait, il faut comprendre que c'est encore plus compliqué que l'hydrogène. C'est-à-dire que pour produire des carburants synthétiques, il faut combiner de l'hydrogène avec du CO2. Donc c'est comme ça qu'on fabrique les carburants synthétiques. Donc ça veut dire qu'il faut qu'à la base, l'électricité qu'on utilise pour fabriquer de l'hydrogène, puis qui va servir à la production de ces carburants synthétiques, soit vraiment bas carbone, pour que les carburants synthétiques aient un intérêt climatique. Ah mais pour les voitures électriques, il faut quand même des batteries. Exactement. Il faut des batteries. Et les batteries, ça suppose des produits, des métaux rares, ça suppose beaucoup de choses pour une batterie. Et plus, la batterie, le problème, c'est qu'il faut stocker l'électricité, que la batterie, elle est quand même souvent un peu massive, ou du moins, elle est pas facile à fabriquer. Enfin bon, tout ça, c'est... Oui, tout à fait, mais en fait, quelles que soient Ça va évoluer là aussi ? Oui. Oui, il y a des évolutions. Alors, il y a déjà eu des évolutions assez fortes sur, par exemple, la densité énergétique des batteries. Donc, ça veut dire que pour un même nombre de kilos de batteries, on a plus d'énergie aujourd'hui que ce qu'on avait par le passé. Donc, il y a eu des progrès techniques là-dessus qui permettent d'économiser un peu certains métaux aussi, du coup, comme la densité est plus forte. Et après, les chimies de batteries évoluent beaucoup aussi. Par exemple, suivant les métaux qui sont en tension, il y a des transformation sur le marché des batteries pour les véhicules électriques, par exemple, pour utiliser moins de cobalt ou utiliser moins de nickel. Ça, ce sont des transformations qu'on a vues beaucoup sur le marché ces dernières années pour limiter justement les questions de dépendance qu'il peut y avoir sur certains de ces métaux. Alors, pour en revenir à l'hydrogène, objectif 2028 en France, 20 000 à 50 000 VL, véhicules légers, roulant à l'hydrogène, 800 à 2000 véhicules lourds. En fait, c'est mieux pour les véhicules lourds, pourquoi ? Alors, en fait, l'hydrogène, ça va être plutôt à utiliser en complément de l'électrique sur les transports. Donc, c'est-à-dire que quand l'électrique est pertinent, c'est ça qu'il faut prioriser parce qu'il y a besoin de moins d'électricité pour faire rouler le véhicule électrique que le véhicule hydrogène. Le coût est beaucoup moins important aussi pour les véhicules électriques que pour l'hydrogène, à la fois le coût du véhicule et le coût de l'énergie. Et du coup, c'est finalement sur les segments de véhicules ou les modes de transport sur lesquels l'électrique est le plus difficile que là, l'hydrogène va pouvoir venir un peu en complément quand le volume de batterie à emporter serait trop important. Par exemple, sur des poids lourds, sur de la longue distance, potentiellement, l'hydrogène pourrait venir en complément. Pour certaines petites lignes, comme on les appelle, ferroviaires, éventuellement trains, pour le... Voilà, c'est ça. Mais en Allemagne, il y a déjà des trains hydrogène. Exactement, c'est déjà quelque chose qu'on sait faire. En 2025 en France, je crois. Oui, il y a des projets, en effet, certaines régions qui ont investi aussi sur les trains à hydrogène, donc il peut avoir sa pertinence. Vous dites petite ligne, pourquoi petite ligne ? En tout cas, dans les... Pas de TGV ou pas de... C'est ça, il n'y a aucun intérêt sur ce type de ligne quand il y a une densité de flux de transport, de trains, etc. qui est suffisante. L'électrique est vraiment le plus pertinent. Quand on peut électrifier les lignes, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace d'un point de vue énergétique, ce qu'il y a de plus efficace d'un point de vue des émissions de CO2. Donc ça va être finalement sur des segments où les lignes ne sont pas électrifiées. Aujourd'hui, il y a quasiment la moitié du réseau qui n'est pas électrifié. Ce sont des parties de réseau sur lesquelles il y a moins de trains qui circulent. Et à ce moment-là, ça peut valoir le coup si le coût financier de l'investissement dans l'électrification est trop important, bien d'avoir plutôt de l'hydrogène. Ça permettrait peut-être de rouvrir certaines lignes, des trains à hydrogène, et de faire circuler plus de trains sur des lignes où il y a peu de trains qui circulent. Oui, après, c'est en tout cas une technologie qui aujourd'hui est plus cher que le pétrole. Donc ça veut dire que si on a une difficulté à ouvrir certaines lignes parce que le coût est important, l'hydrogène ne va pas forcément améliorer cette chose-là. Et l'avion ? Et sur l'avion, c'est, disons, quelque part un peu un pari qui mérite d'être tenté. Il y a peu d'options technologiques sur l'avion qui sont prêtes aujourd'hui. Pour autant, les contraintes de l'hydrogène, c'est notamment qu'il prend beaucoup de place. Il faut des gros volumes. Comment il est stocké ? C'est un gaz ? C'est un gaz, et en effet, pour c'est un gaz liquide ou c'est un gaz... Eh bien, on peut le liquéfier.
donc en le refroidissant à des températures très négatives. Et c'est une des contraintes pour le transport aérien, justement, qui est que ce gaz soit refroidi à des températures très, très basses. Et du coup, c'est ça qui fait une des contraintes pour le transport aérien, c'est qu'il faut revoir la forme des avions parce que les réservoirs sont beaucoup plus gros, etc. Inflammable. Et ce sera plutôt sur des cours moyens courriers qui peut être utilisé pour l'aérien. Mais bon, c'est pas avant 2035 dans ce qui est annoncé, donc c'est pas suffisant à court terme, en tout cas pour décarboner le transport aérien. Il y a besoin aussi de sobriété. C'est un gaz inflammable. Oui, alors il y a aussi des contraintes en termes d'usage, notamment sur le stockage, sur les fuites possibles qu'il peut y avoir de ce gaz. Donc ça fait partie des défis techniques aussi qui existent pour l'hydrogène, et notamment il faudra autant que possible produire l'hydrogène bas carbone le plus près possible des lieux de consommation, notamment parce qu'il prend beaucoup de place. Si on a besoin de beaucoup de camions pour le transporter sur d'autres lieux, là on perd d'un point de vue énergétique aussi. J'ai compris. Alors c'est très très intéressant, ça permet de remettre les choses en place, parce que tout le monde pense que tout le monde parle hydrogène, mais finalement, l'hydrogène, c'est peut-être pas vraiment la solution pour les transports, la solution de demain. Enfin, c'est une solution complémentaire. Voilà, c'est ça, complémentaire. Il ne faut pas le voir comme la solution magique parce que ça ne l'est pas. Pour autant, il ne faut pas non plus tout balayer d'un revers de la main sur cette technologie-là. Il y aura besoin d'un complément de différentes technologies pour sortir du pétrole. Et puis, comme je le disais, de sobriété aussi dans les usages. Avant tout aussi réduire les consommations d'énergie, si on veut autant que possible que cette énergie après soit à partir d'énergie bas carbone. Aurélien Bigot, c'est très intéressant parce que j'ai lu tout ça dans votre revue, dans cette revue à laquelle vous participez, qui est une revue formidable, qui est, je crois, enfin pas en vente, elle est en accès libre. Oui, c'est ça, accès libre sur Internet, Polytechnique Insight. Donc c'est une revue qui traite un peu des grands enjeux, des grands sujets scientifiques de notre époque, donc énergie, climat, santé, technologie, etc. Et donc là, il y a eu notamment un dossier spécifique sur l'hydrogène, sur lequel moi j'ai passionnant, je peux vous dire que c'est absolument passionnant. Moi qui ne connaissais rien à l'hydrogène, je ne dis pas que je connais l'hydrogène maintenant, mais au moins je peux mesurer les limites de l'hydrogène. Donc tout le monde vous en parle, j'imagine. Tout le monde en parle, l'hydrogène. Oui, c'est ça, l'hydrogène, c'est dans les grands sujets. Des solutions alternatives aux énergies fossiles, évidemment. Donc on se dit l'hydrogène, mais vous remettez les choses en place. Et c'est elle paraît tous les combien, cette revue? Alors il y a des articles assez réguliers sur Internet, et puis des newsletters aussi auxquels on peut s'abonner chaque semaine. Et puis après des dossiers thématiques comme celui-là, il y a eu un deuxième dossier thématique du coup sur ce thème de l'hydrogène de la revue 3,14, donc pour faire référence au nombre pi aussi, qui traite l'hydrogène à la fois ses modes de production, dans quel type d'usage ça va être utile pour la transition énergétique de manière générale. 3,14 pour Polytechnique, c'est normal. Bon, d'accord. Bon, merci Aurélien Bigot d'être venu nous voir. De rien. Et encore une fois, je vous le recommande, parce que c'est passionnant. Bien, merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30. C'est l'heure de Philippe David.